Imaginez, vous êtes un enfant, vous êtes plein de rêves, plein de promesses, mais dès votre plus jeune âge, vous sentez sur vos épaules une responsabilité immense. Une responsabilité que vous n'avez pas demandée d'ailleurs, mais que vous avez acceptée malgré tout parce qu'on vous a appris qu'elle était la vôtre. Oui, vous êtes l'aîné. Je préciserai même, vous êtes l'enfant aîné dans une famille africaine. Dans ce rôle, vous êtes celui ou celle vers qui tous les regards se tournent. On vous fait confiance. Parfois même, on vous admire. Dès le plus jeune âge, vous êtes la personne qui montre l'exemple, qui inspire, celui ou celle qui fait la fierté. Être l'aîné, finalement, c'est avoir aussi ce privilège de guider, d'être le premier à explorer les chemins que les autres suivront peut-être. Vous êtes la personne sur qui l'on compte pour tracer la voie, pour prendre des décisions, pour protéger, pour soutenir. C'est une place d'honneur, c'est même une place de respect. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que ce rôle, aussi noble qu'il soit, vient avec son lot de défis. Cette responsabilité peut peser lourd. Vous portez les attentes non seulement de vos parents, mais de toute la famille, voire même de toute votre communauté. Et c'est cette pression que vous ressentez tous les jours. Elle façonne vos choix, vos rêves, et parfois même, elle vous en prive. Être l'aîné, c'est devoir être fort quand vous êtes fatigué, être la personne qui ne montre pas ses faiblesses, car tout le monde compte sur vous. Et puis il y a aussi cette petite différence subtile, selon que l'on soit aîné femme ou aîné homme. Aujourd'hui, dans Open, nous allons justement explorer ces rôles, ces attentes silencieuses mais très constantes qui accompagnent la vie des aînés. Nous aurons sur le plateau 2 invités au destin croisé qui viendront partager leurs expériences. Et pour enrichir cette discussion, nous serons également accompagnés d'une psychothérapeute qui viendra avec nous décoder les dynamiques à la fois familiales et émotionnelles que ces rôles d'aînés engendrent. Je lirai ensuite des témoignages anonymes que vous avez bien voulu partager avec moi sur ce sujet. Et enfin, on conclura par quelques petites recommandations pour naviguer dans tout ça. Parce qu'à vrai dire, le but principal de cette émission, c'est ça. Vous donner les clés pour mieux avancer. Je suis Paola Odrendengue. Bienvenue dans ce tout premier numéro d'Open. La pression des enfants aînés, c'est le thème de cette toute première édition d'Open. Et je vais présenter les personnes qui vont m'accompagner dans cette riche discussion, j'en suis sûre. Je vais commencer par celle qui sera un peu mon acolyte tout au long de cette saison. Et je suis ravie de la présenter parce que c'est une jeune femme qui a beaucoup de talent. Bonsoir Méliane, comment ça va? Bonsoir Paola, merci pour cette présentation très flatteuse. Merci, c'est gentil. Tu le mérites amplement. Et donc elle sera un peu la chroniqueuse de l'émission et va pouvoir nous apporter son regard et notamment intervenir aussi lorsqu'il y aura des prises de parole de part et d'autre. Et justement, les prises de parole de nos invités. Je vais commencer peut-être par l'homme. Sur le plateau, il est le seul. Et il nous fait le plaisir et notamment, surtout l'honneur d'être là parce qu'il va partager son expérience. Il s'agit de Monsieur Angelo. Angelo, bonsoir. Bonsoir, Paola. Comment ça va? Très bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de partager, de revenir justement sur ce que ça a été pour vous d'être le fils aîné. Ça n'a pas été facile comme vous allez pouvoir nous l'expliquer tout à l'heure. Merci. Et justement, quelqu'un d'autre qui a aussi un peu vécu ce que vous avez vécu, cette fois-ci c'est une femme, elle est toute en couleur ce soir avec nous, un peu comme moi, et je suis ravie de la voir. Bonsoir Félicie. Bonsoir Paola. Comment ça va? Super, merci. Merci en tout cas encore une fois d'être des nôtres. Vous allez revenir également sur votre parcours de sœur aînée, de fille aînée. Exactement. Qui a quelques petites subtilités qu'on va évoquer justement tout à l'heure. Et justement, on voudrait également avoir un point de vue, une experte, quelqu'un qui pourra décoder un tout petit peu ce qui se passe dans ces fratries, notamment dans nos familles africaines. Et donc, on est ravis de la recevoir. C'est Madame Amélie Nzé. Bonsoir Amélie. Bonsoir Paola. Comment ça va? Ça va très très bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté d'apporter votre œil d'experte sur le sujet du jour. Et justement, vous êtes notamment l'autrice de Microbiote africain mode d'emploi. C'est un livre dont on parlera un peu à la fin de l'émission. En tout cas, voilà, j'ai envie de dire qu'on a posé un tout petit peu les bases sur ce sujet avec les personnes qui vont prendre la parole. Et j'ai envie de commencer par Félicie. Déjà en la présentant, vous avez 36 ans, vous êtes entrepreneur, vous êtes célibataire, vous êtes aussi l'aîné de 2 autres sœurs, 2 petites sœurs que vous avez. Oui. Et donc ma première question pour vous serait, à quel moment vous avez réalisé que vous étiez la sœur aînée? Est-ce qu'il y a une anecdote? Je pense que ça commence déjà quand on accueille la première petite sœur, donc la cadette. C'était quand j'avais 5 ans. D'accord. Donc je pense que c'est un peu le premier bouleversement parce que déjà on n'est plus seul. Oui. On accueille quelqu'un et dans mon cas, ma petite sœur avait besoin d'un peu plus d'attention quand elle est née. Donc ça n'a pas été une transition qui a été, je dirais, très agréable. Dans les débuts. Au moins c'est honnête. Dans les débuts.
Mais Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez ressenti? il y avait de la joie parce que c'est nouveau. Il y a une petite sœur qui arrive. Bon, j'avais 5 ans, donc il y avait un niveau de conscience. Après, la joie, c'est un peu muet en... Est-ce qu'il faut parler de petite frustration? Parce que comme j'ai dit sur le moment, c'est un enfant qui nécessitait un peu plus d'attention. Donc déjà, si c'était pas le cas, quand un bébé arrive, je pense qu'il y a un peu moins d'attention. Et automatiquement, il faut devenir grande sœur. Ah, c'est ta petite sœur et tout. Non, ça n'a pas été... Ça n'a pas été simple. Non, ça n'a pas été simple. D'accord, très bien. Et justement, là, vous avez donc 2 autres sœurs. Oui. Et ce qui est intéressant, j'allais dire, dans votre cas, c'est que d'un côté, vous êtes la grande sœur, Oui. de l'autre, vous êtes une petite sœur aussi. Est-ce que vous Oui. pourriez nous expliquer exactement? Alors oui, j'ai 2 frères aînés D'accord. que j'aime beaucoup. Donc du coup, si on voit ça sous cet angle, je ne suis pas l'aînée. Je suis la 3e de ma mère. Et voilà, mais je suis la première fille de ma mère. D'accord. Et Du coup, les 2 frères, ce sont des demi-frères? Ce sont des demi-frères, mais je les D'accord. appelle des frères. Des frères, d'accord, très bien. Donc on va dire que vous êtes la première des filles, hein, Voilà, dans tous les cas. exactement. D'accord, très bien. On reviendra justement sur ce que ça signifie. Oui, Il y aurait ça beaucoup à signifie dire beaucoup de là-dessus. choses. Voilà, je passe du côté d'Angelo. Alors Angelo, vous avez 36 ans également, Ouais. un peu de destin croisé par rapport à Félicie. Donc vous avez le même âge tous les deux. Mais vous, alors vous êtes un homme, vous êtes marié, Ouais. vous êtes employé et vous êtes l'aîné d'une fratrie de 4, Ouais. qui est essentiellement composée d'hommes. D'hommes, Pour le coup, vous oui. avez juste une sœur. Hein. Ouais. Même question qu'à Félicie. À quel moment vous avez réalisé que ça y est, vous n'êtes plus le fils unique, vous êtes le fils aîné? Ok. Moi, dans mon cas, il n'y a pas de transition parce que j'ai été fils unique pendant juste 7 mois. J'ai été fils unique pendant juste 7 mois. D'accord. Donc, ma mère est tombée enceinte de mon petit frère quand j'avais 7 mois d'âge. D'accord. Et le temps de la grossesse, tout ça, donc disons 1 an, quelques mois. Donc, je n'ai pas vraiment senti que j'étais aîné. On était pratiquement comme des jumeaux, mon frère et D'accord. moi. Ok, vous avez senti d'office que vous étiez l'égal, hein, en fait, de votre petit frère, quelque Oui, part. oui. D'accord. Commençons déjà, j'allais dire, par les points positifs. Est-ce qu'il y a des points positifs à être un enfant aîné? Je dois en avoir quand même. Oui, il y en a. Oui. Énormément. Lesquels? Alors, je pense que quand on est le premier enfant, on est l'enfant à qui on va vouloir, sur qui on va, si je peux dire, jeter les bases de la parentalité. Le fait d'être aîné pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai eues, dont j'ai bénéficié. Lesquels, par exemple? À l'époque, mon père était encore à l'étranger. Donc, il y a plein de petites choses que j'ai eues qui venaient de l'étranger pendant très longtemps. On fait beaucoup de largesse. Et je dis, c'est le premier enfant de, du coup, mes parents. Donc, des petits cadeaux, on fait des petites folies et tout. Avec les autres enfants, on devient un peu plus modéré. Parce qu'on a déjà testé. Mais beaucoup de choses, j'ai eu accès à plein de choses. Et on me l'a rappelé des fois. Souvent, quand on avait des conversations difficiles où j'estimais que j'étais un peu lésée, on m'a rappelé que non, il y a peut-être des souvenirs que tu n'as pas. Mais il y a certaines choses dont tu as bénéficié, par exemple, et tes sœurs ne l'ont pas eu parce que tu étais l'aînée. Elles ont bénéficié d'autres choses de manière différente parce qu'au fil du temps, la situation des parents a changé. Ils ont pris de l'âge, ils ont évolué professionnellement. Mais oui, il y a des privilèges. Il y a des privilèges quand même. Angelo, Du coup, ça, c'est avant l'arrivée des autres. Oui. Les privilèges, c'est avant l'arrivée des autres autres enfants. Dans mon cas, ça a continué parce que ça s'arrête pas. Même quand les autres arrivent, vous restez toujours le premier enfant. Ce qui va faire la différence, je pense, c'est ce qu'on va attendre de vous maintenant. La nature ne change pas, vous êtes le premier enfant. Donc, il y a toujours un petit soft spot, si je peux dire, qu'il y aura toujours envers vous. Mais après, peut-être que ça va s'étioler, ou la démonstration va être étiolée avec le temps. Mais dans le fond, non. Après, peut-être que j'avais trouvé le moyen de... Vous accommoder un tout petit peu de ça aussi. S'accommoder, mais Oui. so far, c'est ça. Est-ce que, justement, un des autres avantages, en préparant l'émission, j'ai eu l'occasion de parler avec d'autres aînés que j'ai autour de moi. Et il y avait aussi cette notion de respect. Respect, oui. Qui revenait comme autre avantage ou privilège, pour reprendre le terme de Félicie. Qu'est-ce que vous en pensez? Le respect qui est dû aux aînés. Le respect qui est dû, oui, mais dans mon cas, c'était un peu plus spécial. C'est-à-dire? Comme je disais, moi et le second, on était pratiquement égaux. Oui. Donc, les parents avaient du mal à faire cette dissociation à notre niveau. Mais c'est vrai qu'ils rappelaient de temps en temps, mais il n'y avait pas eu cet accent porté sur le fait que, bon, j'étais l'aîné,
Et donc, le petit doit respect. C'était tout juste passager. On le disait de façon, voilà, passagère. Voilà, c'est ton grand frère. Donc, il faut le respecter. Mais sans pour autant mettre vraiment l'accent dessus. L'accent dessus. Ouais. D'accord, très bien. Méliane? En fait, ce qu'il dit, ça veut dire qu'il y a quand même une différence des privilèges en fonction de l'écart qu'il y a entre les enfants, parce que c'est sûr que s'il y a que 7 mois entre vous, tu vas pas me dire je suis ton grand frère. C'est sûr qu'il y a quand même une différence au niveau des privilèges, parce que elle part de 5 ans d'écart. Donc oui, c'est sûr que là, tu profites effectivement de cette autorité du grand frère ou de la grande sœur que lui n'a pas forcément lorsqu'il n'a que 7 mois d'écart, ou même parfois même 1 an d'écart avec le plus petit. Le terme autorité, justement, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez senti que vous étiez dans une position d'autorité? Est-ce que c'était justement un privilège aussi? Oui. Après, je pense que dans mon cas, il y avait une sorte d'équité. C'est vrai, je suis l'aînée, donc il y a des privilèges, mais je suis contente que mes parents aient pu nous garantir une forme d'équité. Ce qui, je pense, aussi a contribué à maintenir le respect qu'il y avait entre nous. Parce que des fois, ça peut être ton aîné, mais quand il y a des inégalités qui sont perçues, je pense que ça met un peu en porte-à-faux le respect qu'on peut porter. Et je pense que mes parents ont su garantir ça, une forme d'équité, et avec aussi l'écart d'âge. Entre la cadette et moi, il y a 5 ans. Entre la Benjamine et moi, il y a 8 ans. D'accord. Donc, du coup, c'était aussi plus aisé. Plus facile. Justement, Amélie, je vous voyais réagir à ce que disait Félicie sur cette question d'équité que les parents doivent imposer quelque part. C'est un vrai mot, l'équité. Parce qu'on peut pas traiter tous les enfants de la même façon, parce que tous les enfants n'ont pas les mêmes besoins. Ouais. Certains ont besoin de plus d'attention que d'autres. Mais l'équité, c'est effectivement se dire que on va, avec intention, apporter de l'attention consciemment à un enfant, en répartissant après avec ses enfants. Et c'est vrai que les aînés ont ce privilège, mais oui, l'équité, c'est important. L'équité, d'accord. Premier terme que je pense qu'il faut retenir, l'équité. Alors, on a évoqué les points positifs, mais on sait aussi qu'être aîné, ça vient avec son lot de pression. On entend beaucoup ce mot d'ailleurs, pression, quand on parle aux aînés. Et j'ai envie de me tourner vers Angelo, parce que vous avez une histoire assez particulière justement sur cette question de la pression qui est venue essentiellement des parents, mais beaucoup de votre père. Ouais. Et je pense qu'il est quand même intéressant, c'est que votre père lui-même était un aîné. Oui. Donc, comment ça s'est manifesté, tout ça? Ok. Donc, ça se manifestait souvent par beaucoup de brimades. Et il a été aîné et lui-même, il n'a pas reçu un certain nombre d'attention. Il a vécu un certain nombre de difficultés dans son enfance en tant qu'aîné. Bon, il a répété les mêmes erreurs, je vais dire. Et voilà, pour moi, c'était très difficile d'être aîné parce que, voyant mon père me mettre cette pression, moi, je voulais quelqu'un qui soit mon ami parce que, voilà, c'est mon papa. Je me disais, bon, il est homme, normalement, il devrait comprendre, il devrait me cadrer, il devrait me canaliser, il devrait me montrer le chemin. Mais là, j'ai été confronté plus à des brimades, j'ai été confronté plus à des, je vais pas dire abus, mais bon. Est-ce qu'il y a eu des violences? Beaucoup de violences physiques, violences verbales, violences même économiques. Il y a beaucoup de violences. Violences économiques aussi? Oui, il y a beaucoup de violences. Qu'est-ce que vous considérez comme des violences économiques, par exemple, que vous auriez vécues? Je vais pas dire inégalité, mais violence économique sur le plan de se battre seul. Recevoir un certain nombre d'avantages que j'aurais voulu avoir, ou bien même un certain nombre d'aides que les autres avaient, que moi je n'ai pas reçu. Les autres, vous parlez de vos frères et sœurs? Oui, les petits frères et sœurs. Qui ont été soutenus financièrement? Soutenus financièrement à un moment donné de leur vie, mais moi pas. Est-ce qu'on vous a expliqué ou est-ce qu'on a essayé de justifier le fait de ne pas vous aider? Non, c'était juste parce que j'étais têtu. Ah. Bon. Voilà, donc voilà, il est têtu et c'était du genre tu respectes pas. Donc c'était quoi, une punition? Je sais pas si bon, je me dis c'était une façon de me ramener à l'ordre, mais de la très mauvaise manière. D'accord. De la très mauvaise manière. Peut-être l'intention, c'était peut-être de faire des privations pour ramener à l'ordre, mais ça a eu un effet inverse. D'accord. Ou peut-être que ça a été mal fait. Voilà, donc là, c'était vraiment difficile, cette période. Et là, je parle de pré-ado et post-adolescente. Cette période, c'était très, très, très difficile. Et ça conduit à une friction, une division totale, une séparation. Jusqu'aujourd'hui? Oui, jusqu'aujourd'hui.
Est-ce que je peux demander quels sont vos rapports justement avec tout ce que vous venez d'expliquer? Quels sont vos rapports actuels avec vos parents ou même vos frères et sœurs? Oui, avec papa, pas de communication. Plus de communication, ça fait disons, je vais dire, près de 7 ans. 7 ans? Ouais, près de 7 ans. Et avec les frères, c'est de façon sporadique. Elle dit un petit bonjour par là. Mais avec la dernière, par contre, la communication est fluide. C'est-à-dire, vous êtes 4, vous êtes l'aîné. Oui, l'aîné. Il y a deux garçons. Les 2 garçons. Il y a une jeune fille qui clôture, et puis c'est avec la jeune fille, avec votre sœur. C'est avec la jeune fille que la communication. Et maman, bien sûr. Ça, je dois mentionner ça parce que dans le même temps, quand il y avait les brimades, mais maman soutenait. Maman faisait tous ses efforts pour que ça ne pèse pas. Mais en tant qu'homme, arrivé au moment donné, on a besoin vraiment de la présence de papa. Pour une question de, je vais dire, une question de choix aussi. On a besoin de papa pour qu'il montre un peu la voie à suivre, pour qu'il dicte, pour qu'il dirige, pour qu'il donne son avis sur la manière dont un homme doit se comporter, un homme doit gérer son foyer, un homme doit faire ci. Il y a beaucoup de choses qui ont manqué. Mais maman essayait, mais en tant que femme, excusez-moi, bon, ça n'a pas eu l'impact recherché. Donc, à un moment donné, j'ai dû m'auto-instruire, avoir des mentors, que j'ai cherché ça et là, ben, ça n'a pas été facile. Parce que dans cette quête, je tombe sur des mentors qui ne sont pas forcément des mentors, je tombe sur des adultes qui ne sont pas forcément des adultes responsables. Et c'est ce genre de difficultés que beaucoup de jeunes garçons, disons, pré- et post-ados rencontrent et ils dévient. Bon, les gens ne comprennent pas, il y a ce côté. Très bien. Voilà. J'aurais d'autres questions, mais déjà, je me tourne vers Amélie. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce que dit Angelo? Dans ce que Angelo dit, déjà, c'est un témoignage qui est très, très différent de celui que Félicine nous a fourni. Et il y a la maltraitance qui se mélange au statut d'aîné. J'entends, au-delà des difficultés qu'on peut rencontrer en général chez le statut d'aîné, j'entends peut-être un peu plus de la maltraitance de la part de son papa, ce qui explique que aujourd'hui, les rapports soient coupés complètement, ce qui est dommage. Ouais. Et ce qui doit être source de souffrance, effectivement. Et j'ai envie de demander, est-ce que vous avez observé le même traitement de votre père par rapport aux autres enfants? Pas vraiment. Pas vraiment. Avec les autres, à un moment donné, celui qui est pratiquement, moi je l'ai dit, c'était la même histoire, mais à un moment donné, ça s'est calmé à son niveau. Peut-être, je me dis, peut-être c'était du fait de la pression, peut-être du fait que je sois aîné. Et en fait, il le rappelait. Ce qui revenait souvent, tu es la locomotive. Si toi tu dérailles, les wagons vont suivre. Tu es la locomotive. Si tu dérailles, donc, cette parole, cette pression, c'était du genre, j'étais obligé d'être perfectionniste. Et ce qui était vraiment plus difficile à supporter, c'est le fait que quand il y avait un tout petit effort qui était fait, qui était vraiment, et là ça je vais le dire parce que c'était vraiment difficile d'arriver à faire ces efforts pour être au niveau de ses attentes. Oui. Il est quelqu'un de très exigeant. Votre père, hein? Oui, très, très, très exigeant. Donc, pour arriver à le satisfaire, ne serait-ce qu'un tout petit peu, il fallait vraiment faire les mains et pieds. Et quand c'était fait, il n'y avait pas de reconnaissance de cet effort. Et c'était ça qui, moi, me détruisait beaucoup. En tant qu'aîné, et c'était même des comparaisons. Ah ben, ton petit frère, lui, il arrive à faire comme ça. Mais pourquoi toi, tu n'arrives pas? Ta petite soeur ou bien, voilà. Donc, c'était vraiment difficile. Donc, c'est ça qui m'a vraiment truc là. Très bien. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il n'a plus de rapport, ou du moins, ses rapports sont très, comme il l'a dit, sporadiques avec ses autres frères, mais il a quand même des rapports avec la plus petite. Oui. Est-ce que ça a un lien avec le fait que, par exemple, on vous comparait souvent aux autres, mais vu que la plus petite, il y avait pas forcément de comparaison avec elle, et donc les relations ont été beaucoup plus fluides, est-ce que ça aurait un lien avec... Il n'y avait pas de rivalité, en fait, exactement, quelque part. Exactement, il n'y avait pas de rivalité. Il n'y avait pas de rivalité. Oui, effectivement, je dirais que effectivement ça a bien lien parce que c'est tous des hommes. Et donc il y a l'ego de l'homme, évidemment, on a tous cet ego nous les hommes et voilà, ça commence très tôt notre ego.
Donc, l'ego était vraiment fouetté et vraiment mis à mal. Mais avec la dernière, non, pas du tout. Et elle, à un moment donné, on est devenus tous adultes, on est tous partis. Donc, à un moment donné, elle a commencé par ressentir les mêmes pressions, les mêmes agissements, bien, par ressentir les mêmes, je vais dire, entre griffes, les abus que je vivais. Elle a commencé par le ressentir étant seule, avec lui, avec papa, avec maman, tout ça. Et c'est là qu'elle a compris ce que je vivais. Et ça nous a rapprochés. Ça vous a rapprochés. Et elle me disait, elle n'a pas hésité à me le dire une fois, elle me disait, mais là, ça, je suis très fière de toi, grand frère, parce que tu as supporté tout ça et puis tu as pu t'en sortir. Donc elle comprenait, elle a compris et c'est ça qui nous a vraiment rapprochés, oui. Très bien. En tout cas, c'est, je pense déjà encore une fois très courageux de votre part de venir en parler parce qu'on sait que ce sont pas des sujets faciles et pourtant beaucoup de familles rencontrent ces mêmes difficultés, beaucoup de fratries. Pour enchaîner justement avec ce que vient de nous raconter Angelo, on va lire quelques témoignages qu'on a reçus sur la toile de personnes qui ont vécu cette situation-là, qu'ils soient ou elles d'ailleurs aînés ou même petits frères ou petites sœurs, puisque certains aussi ont voulu parler de leur situation avec un peu de recul. On va commencer par ce premier témoignage que je vais lire. Je n'ai que 32 ans et je suis devenu à la fois père et mère du jour au lendemain. Il y a 5 ans, notre dernier parent, mon père, s'est retrouvé cloué au lit par un AVC pendant que ma sœur était en terminale et mon frère en 2e année. Et moi, je commençais à peine à travailler avec 2 ans de vie professionnelle. J'ai vu les réalités financières de mon père et j'ai réalisé que ce n'est pas non plus facile pour nos parents. Je me suis retrouvée responsable de tout. Dans ce genre de situation, il y a la pression des bons choix pour guider les autres à trouver le bon chemin. Il m'a fallu 4 ans pour réaliser qu'implicitement, je poussais mes frères à aller dans le sens que je voulais. Pour moi, de par ma supposée expérience, c'est-à-dire les études et les quelques années en entreprise, je pouvais mieux les orienter. Mais j'ai senti à la longue que je leur pesais dessus, que je leur imposais sans m'en rendre compte mes propres choix. Et quand ils se braquaient, je trouvais qu'ils ne comprenaient pas et risquaient de le regretter plus tard. Aujourd'hui, ils sont en France et au plus profond de moi, j'espère qu'ils ne voudront pas rentrer après leurs études pour se frotter au milieu professionnel ingrat du pays. Mais je me suis promise de ne pas non plus les influencer. Pour dire qu'en fait, j'ai fait tout ceci, tout ce temps parce que je pensais bien faire. Parce que je pensais leur éviter les mauvaises voies. Tu penses aux parents et tu te demandes si tu prends bien soin de leurs enfants. Est-ce qu'ils auraient fait les choses de la même manière? Tu veux juste le meilleur pour eux et surtout ce que tu n'as pas pu réaliser et que tu penses pourrait leur assurer un bon avenir. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, mais dans tous les cas, j'ai décidé de les laisser continuer et d'être là quand ils auront besoin de moi. Pour dire que ce n'est pas forcément animé d'un mauvais sentiment ni de la dictature, juste qu'en bon africain, on ne sait pas faire les choses doucement et dans la conciliation. Fin du témoignage. Vos réactions? J'ai beaucoup entendu Angelo qui était très d'accord. C'est ça. Félicie, qu'est-ce que ça vous évoque ce témoignage? Alors, je suis à la fois fière d'elle, mais un peu triste, parce qu'elle a dû endosser un rôle qui n'est pas le sien. Ses frères et sœurs, ce ne sont pas ses enfants. On peut être animé d'un sentiment, avoir une sorte de fibre maternelle qu'une grande sœur a. Après, je ne sais pas si c'est inné ou pas, qu'un grand frère ou une grande sœur aura. Vous l'avez eu, si je peux demander? Peut-être maintenant, peut-être un peu plus tard, parce qu'on devient adulte et on considère les choses différemment. Mais il y a peut-être 10 ans, pas forcément, il y a une sorte de responsabilité qu'on ressent vis-à-vis de ses petites sœurs. Mais parler de fibre maternelle, non, c'est pas mon rôle. Je suis la sœur aînée, je suis pas la mère. Maman de substitution. Je suis pas la maman de substitution. De temps en temps, je peux jouer ce rôle-là, mais aujourd'hui, je me dis, on a la chance que les deux soient encore présents. Pour moi, chacun a un rôle à jouer. Ça peut peut-être paraître égoïste à certains égards, mais je pense que chacun a son rôle. Mais alors je suis complètement d'accord et j'entends bien, mais justement le témoignage, là il y en a plus, donc elle n'avait pas le choix. Donc c'est vraiment très fière d'elle parce que elle a pu le faire. Elle aurait pu ne pas avoir la possibilité et ça aurait été catastrophique pour elle déjà de se dire qu'elle n'a pas pu. Peut-être pour ses frères et sœurs du coup qui n'auraient pas eu de figure parentale pour les aider à naviguer. Et oui, mais à la fin, je pense que c'est ce que chaque parent finalement ressent. On est animé d'une bonne volonté. Après, le challenge réside dans comment on onboard en fait nos enfants dans cette volonté. Une fois sur deux, la manière, c'est
C'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Donc les intentions sont bonnes. Toujours bonnes. Mais, la manière fait que le rendu est un peu difficile. Difficile. Oui. Très bien. Angelo, vous réagissiez beaucoup à ce que je disais. Moi, je pense que à un moment donné, il faut s'asseoir, il faut discuter et puis essayer de savoir qu'est-ce que réellement les petits frères. Elle aurait dû le faire. Les petits frères veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'ils voudraient? Et puis bon. Dans la convivialité, et la conciliation, je crois que c'est le dernier mot d'ailleurs de son témoignage. Dans la conciliation, on prend les bonnes décisions en fonction même des moyens. Parce que là, elle a évoqué peut-être qu'elle avait les moyens pour le faire, mais et si elle n'avait pas les moyens, comment elle aurait fait? Elle aurait pu leur permettre de participer. Parce que après tout, c'est eux qui sont concernés. Elle aurait pu leur permettre de participer. Et puis voilà. Après, est-ce qu'il n'y a pas un contexte socio-culturel à prendre en compte aussi? C'est-à-dire? Ça dépend peut-être de l'environnement dans lequel on a été éduqué, on a grandi, qui peut influer. Je prends par exemple l'exemple de groupes ethniques qu'on a peut-être chez nous, où il y a des, comment dire, stéréotypes, c'est pas le bon mot, il y a des règles tacites. Moi par exemple, je suis à Caen par exemple. À Caen, c'est un groupe ethnique du Sud, voilà, on est du Sud, donc les Agnis, les Baoulés, les Ébriers, voilà. Le rôle de l'aîné, je pense dans tous les groupes socioculturels, est vraiment très exacerbé. Et surtout le fait qu'on soit une fille, par exemple. Je me dis, si elle a été élevée, par exemple, dans un contexte socio-culturel où, par exemple, on ne laisse pas des marges de manœuvre, par exemple, aux plus jeunes, de donner et tout, elle ne connaît que ça. Donc, elle n'a pas beaucoup d'alternatives pour donner autre chose. Et si après, le caractère aussi de la personne, c'est pas forcément quelqu'un qui est très conciliant, c'est un cocktail qui aura vraiment des effets prévisibles. Donc, il y a peut-être ça aussi qu'il faut prendre en compte qui, pour moi, est très important. L'environnement socio-culturel d'où on vient, qui va influencer la manière dont on interagit avec ses frères et sœurs. Justement, Amélie, vous voulez réagir? C'était très intéressant, les deux interventions. Parce que c'est vrai qu'il y a ce point de l'autonomie qui est important. Oui. Chacun a envie d'être autonome et de prendre ses propres décisions. Mais il y a aussi le contexte de la culture de précarité. Et on est en fait dans une époque de transition entre une culture de précarité et une culture plus pas d'abondance, mais où il y a déjà d'autres cadres et d'autres façons de vivre que celles que nous avions quand nous vivions au village. D'accord. Et quand dans une culture de précarité, pour survivre, on sacrifie l'individu pour le bien du groupe. Pour le collectif, oui. Donc c'est pour ça que le leader du groupe, que ce soit le chef de famille, que ce soit l'aîné, quel que soit son titre, le leader du groupe prend les décisions pour les autres parce que c'est sa responsabilité dans la culture de précarité. C'est comme ça que nos parents ont été élevés et dans une culture de précarité, on peut pas essayer des nouvelles théories parce que si ça marche pas, tout le groupe peut couler, voilà, peut un peu en pâtir et subir des gros dégâts de ça. Donc, on n'essaye pas des nouvelles théories sur le plan de tiens, peut-être lui, ça le fait un peu souffrir ou des choses comme ça. Et c'est pour la survie du groupe. C'est pas de la méchanceté. C'est vraiment dans l'esprit de non. Il faut qu'on survive tous. Il faut qu'on avance comme ça. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne réfléchit plus comme ça, mais on a gardé la coutume parce qu'on est en train de l'apprendre. C'est une transition de génération, en fait. Oui. On est en train d'apprendre à réaliser l'individu et c'est là où Angelo a raison. Aujourd'hui, malheureusement, dans la société capitaliste dans laquelle nous vivons, on a besoin au contraire que la personnalité individuelle soit très développée, que les personnes sachent prendre leurs décisions pour eux-mêmes, qu'ils puissent avancer. C'est extrêmement important, sinon ils n'ont pas de travail, ils n'arrivent pas à trouver une place dans la société, ils n'arrivent plus à s'intégrer. Les règles sociales ont complètement évolué. Changé, tout à fait. On va passer au témoignage numéro 2. Qui est un peu plus court, mais un peu drôle. Alors, il vient d'une femme qui dit « Moi, j'ai 33 ans, je suis l'aînée d'une fratrie, je ne suis pas mariée. Dans la famille, on m'a carrément dit que je ferme la porte du mariage à mes cadets. Ma petite sœur va se marier dans 3 semaines. Je lui ai dit qu'elle était une hors-la-loi qui casse les portes des gens. Et non, maintenant, je suis en sursis. » Méliane, je trouve ça intéressant, cette formulation de fermer la porte du mariage à ses cadets. C'est très intéressant, effectivement. On te dit que tu fermes la porte du mariage aux cadets, mais en fait, moi, je pense que ça fait écho aux attentes qu'on a vis-à-vis des femmes dans la société de façon générale, qui est que tu as 33 ans, on attend de toi que tu sois déjà marié, que tu aies des enfants, que tu aies fondé une famille. Il y a tout ce contexte, toute cette pression au final qui pèse sur la femme.
et elle sur l'aîné, puisque elle est l'aînée, elle est censée commencer. Donc c'est un montrer facteur la voie. aggravant en fait d'être une femme et d'être une aînée. Exactement. C'est un facteur aggravant. C'est un facteur aggravant parce que tu as un devoir d'exemplarité. Oui. Tu dois ouvrir la voie. Tu dois montrer le chemin à tes petits frères. Parce que sinon, comment ta petite sœur saura tenir un foyer si t'as pas vu tenir un foyer? C'est un peu ridicule, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ce besoin, cette pression qu'il y a déjà sur les femmes et qui rejaillit en fait sur les femmes aînées, tout simplement, de famille. Félicie. Non, I really feel for that. Parce que moi, par exemple, dans mon cas, ma cadette a fait son mariage traditionnel il y a moins de 6 mois. Donc vous imaginez, moi je suis l'aînée, on s'attendait à ce que ce soit moi. Et comme il a dit, moi dans mon cas de figure, mon père c'est l'aîné aussi de sa famille. Donc c'est celui, comme on dirait, qui s'en est très bien sorti. Donc qui a supporté d'une certaine manière ses frères et sœurs. Donc il y a une double pression. Ton père est l'aîné, tu es l'aîné. On aimerait que tu sois un peu aussi au niveau de ton père. Celui qui a extrêmement bien réussi et d'une certaine manière qui va supporter les autres. Bon, Dieu merci pour ce côté-là. Ça va. Ça va. Chacun joue son rôle. Oui. Et d'une certaine mesure, dans une certaine mesure aujourd'hui, je peux le faire from time to time avec mes petites sœurs. Mais là, par exemple, dans ce cas, quand ma petite sœur a annoncé son mariage, j'étais très contente pour elle. Et les parents essayaient quelques années auparavant, souvent de manière très gauche. Après, la manière s'est améliorée parce qu'il y a eu des frictions. On a dû leur dire, bon, ça va, il faut arrêter. Mais de temps en temps, au gré d'une conversation, par exemple, on peut être en train de parler du ciel qui est bleu. Et puis, un coup, oui, le ciel est bleu, tu n'es pas encore marié, mais où est le rapport? Il glisse ça comme ça, l'air de rien. En fait, comme je dis aujourd'hui, avec beaucoup de recul, ça part d'une bonne intention. Parce que dans leur génération, dans leur manière de penser, à cet âge-là, tu as fini tes études, tu as un bon travail, tu devais être mariée. Bon, tu n'es pas vilaine, tu n'es pas bête. Depuis là, qu'est-ce qui se passe? Tu es là, on comprend pas. Jusqu'à ta petite sœur est venue, elle va se marier avant toi. Donc, comme je vous ai dit, au début, j'étais très contente pour elle, activement participer à l'organisation du mariage. Mais il y a toujours un moment où tu te dis, hé, ma petite sœur va se marier avant moi. Et tu imagines déjà ce que les gens disent déjà, mais qui n'ont pas le courage de venir te dire, parce qu'ils savent ce qui les attend. Mais même le jour de la cérémonie, souvent dans les regards, même quand c'est pas dit explicitement, tu sens qu'il y a des choses qui se disent, et vraiment, ça fait mal. Mais j'ai la chance d'avoir des sœurs qui sont formidables. Après, on est d'une génération qui est différente. C'est pas le plus important. Mais oui, par moment, ça revient. Mais comme je dis des fois, les gens regardent figure avant d'aller dire des choses. Ils savent à qui ils parlent. Très bien. On va passer au 3e témoignage. Angelo? Oui, il a compris. Il a compris parce que, comme je disais, pour l'homme, c'est l'affirmation. Pour l'homme, c'est s'en sortir. Pour l'homme, c'est se construire. Donc, il a déjà très vite compris qu'il faut qu'il se prenne en charge et que voilà, bon. Il faut pas qu'il soit un poids pour sa sœur. Pour sa sœur. Et puis aussi, dans le même temps, parce que chez nous, les hommes, c'est 2 choses, c'est 2 aspects que nous regardons. On regarde le fait de ne pas être le poids pour quelqu'un, mais aussi, on regarde aussi, excusez-moi, on a notre côté égo. Oui, voilà, ça. Quand on reçoit l'argent ou bien quand on reçoit les biens de quelqu'un, on a ce côté un peu... On se sent un peu... Important? Pas important, mais justement. Diminuer, dans l'autre sens. Dans l'autre sens, oui, un peu diminuer. Quand vous recevez de l'argent d'une autre personne. Voilà, surtout de l'aîné, voilà, on se dit que bon, ça diminue un peu. D'accord. Notre estime prend un coup. C'est pour ça que... Mais c'est un sujet intéressant. J'allais enchaîner sur le témoignage 4 parce que c'est une question qui est un peu une question ouverte pour tous et toutes sur le plateau. Est-ce que quand on est un garçon aîné et qu'on n'a que des filles, c'est plus facile ou plus difficile que lorsqu'on est par exemple une fille aînée, une sœur aînée et on a une suite de frères cadets? Est-ce qu'il y a une différence fondamentale, c'est-à-dire dans la manière d'imposer, entre guillemets, son droit d'aînesse, selon qu'on est un garçon et qu'on a plusieurs filles derrière, ou quand on est une fille, on a plusieurs frères? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que pour une fille, ça va être différent, je dirais un peu plus subtil, parce que peut-être qu'on s'attendra juste à ce qu'elle joue le rôle d'une seconde maman. Ce qui en soi n'est pas forcément très difficile. Enfin, je sais pas s'il faut dire que de manière innée, on a plus ou moins toute cette capacité de faire la maman. Après, peut-être que ça sera plus exacerbé chez certaines et chez d'autres pas. Je pense que peut-être pour un homme, on attend qu'il joue le rôle du père, mais dans le sens de celui de, par exemple,
provider, celui qui peut se sacrifier. Les rôles classiques, voilà. Notamment. Je pense que c'est les rôles classiques qu'on attribue dans l'ancienne génération aux parents, qu'on s'attend en fait à avoir reproduit. Donc du coup, celui de la mère, il n'est pas insignifiant, pas du tout, mais c'est différent. Peut-être qu'il y a moins de pression par rapport à un garçon, on se dit il faut qu'il provide, qu'il se batte, mais en y pensant, il y a certains environnements où on attend aussi de la fille, de la femme, que ce soit elle qui soutienne en fait, qui se sacrifie au besoin. Donc peut-être que c'est finalement pas si différent que ça. Amélie, vous êtes assez d'accord ? C'est vrai que je t'écoutais, tu as raison. Il y a un gros reste de société patriarcale qui vient influencer dessus, où on n'a pas les mêmes attentes quand c'est un garçon en aîné et une femme en aîné. Hein. On a toutes des fonctions comme cuisiner, soutenir la maman, faire la vaisselle, donner un coup de main pour les petits frères. On s'attend à ce que la fille le fasse et on n'a quand même pas la même attente du garçon en aîné. Par contre, c'est vrai qu'il y a des responsabilités financières qu'on va attendre de lui, d'autres responsabilités qu'on va définir comme étant plus masculines dans le cadrage. D'accord. Donc, il y a une vraie répartition genrée, en fait, selon qu'on soit un grand frère ou une grande sœur. C'est-à-dire qu'il y a des tâches qui sont très plus ou moins... C'est très marqué, hein. Oui. Dans la société dans laquelle nous vivons actuellement, oui, la répartition est encore très genrée. Très genrée. Très bien. Je pense que même dans le propos d'Angelo tout à l'heure, on l'a ressenti, il a dit en tant qu'homme, il n'a pas forcément envie de recevoir de l'argent de sa sœur. Parce qu'en fait, c'est comme si c'est encore son grand frère qui donne, c'est pas si grave. Mais si c'est la grande sœur qui donne, c'est une femme. C'est pas donc du tout c'est un perçu peu compliqué. Et donc, il y a vraiment, c'est comme s'il y a vraiment ce système où les hommes ont ce besoin de prouver financièrement. Et c'est ce que la société attend d'eux, qu'ils prouvent financièrement. Et chez la femme, c'est beaucoup plus le soin, etc. On reviendra d'ailleurs dessus dans les recommandations, parce qu'on a un document justement qui revient sur cette répartition genrée entre hommes et femmes en Afrique. On va passer au dernier témoignage qui, je pense, est assez complet, j'ai envie de dire, dans l'expérience qui est racontée. Je vais le lire tout de suite et encore une fois, vous pourrez réagir. Alors, je suis née à Dakar, ça vient d'un homme, et je suis l'aîné de 7 enfants. Dès mon plus jeune âge, j'ai dû endosser des responsabilités d'adulte. En tant qu'aîné, la pression était forte. En tant que fils aîné, notamment, c'était à moi de montrer l'exemple à mes frères et sœurs, de réussir à l'école, de travailler dur, de faire en sorte que tout se passe bien à la maison quand mes parents n'étaient pas là. Je devais être le modèle à suivre. Et dans une société comme la nôtre, cela signifiait aussi veiller à la réputation de la famille, au respect des traditions et surtout prendre soin de mes cadets. Quand j'ai eu l'opportunité de partir au Canada pour mes études, j'étais tiraillée. J'étais excitée à l'idée de découvrir de nouveaux horizons, mais je culpabilisais de laisser ma famille derrière moi. Mon arrivée à Québec n'a pas été de tout repos. La distance géographique a accentué mes responsabilités morales. Mes frères et sœurs m'appelaient pour des conseils, pour des décisions à prendre et souvent pour des aides financières. J'ai pris un petit boulot à côté de mes études pour subvenir à mes besoins et parfois à ceux de ma famille au Sénégal. J'avais l'impression de vivre 2 vies, celle d'un étudiant étranger essayant de s'intégrer dans une nouvelle culture et celle du fils aîné, toujours en charge de sa famille resté à Dakar. Je ne regrette pas d'être partie, mais ce poids sur mes épaules ne m'a jamais vraiment quitté. Même aujourd'hui, après toutes ces années, je suis toujours celui vers qui on se tourne quand il y a un problème, que ce soit pour un mariage, une naissance ou même un décès. Être l'aîné, c'est un rôle à vie, peu importe où l'on se trouve dans le monde. En tant qu'immigré, il y a aussi cette pression supplémentaire de réussir pour prouver à ta famille et à toi-même que les sacrifices en ont valu la peine. Très complet. Très riche. Des réactions? Ouais. Angelo? Ok. Bon, il s'est mis une pression. Une forte pression parce que... Il se l'est mise ou il l'a subie? Parce que c'est... Il a dit ça a l'air d'être son choix. Sénégal en particulier. Et aîné de 7 enfants. De 7 enfants. Oui. Okay. C'est lourd. Ouais, il a subi une pression. Bon, aussi, je relativise aussi un peu parce que je me dis qu'après tout, on a quand même le choix. On a quand même le choix parce que ce n'est pas parce qu'on est aîné de 7 qu'il va falloir forcément s'imposer la responsabilité de s'occuper de tout. C'est vrai que le contexte culturel nous impose. Mais bon, on peut choisir. Comment échapper? J'ai envie de dire quand il y en a 6 derrière Méliane. Moi, j'ai envie de dire, c'est vraiment pas, c'est vrai que c'est facile de dire on a le choix, mais c'est pas tout, on n'a pas toujours le choix. C'est pas toujours évident. Quand tu grandis dans une famille où tu vois tes parents faire des efforts, tu vois que vous êtes 7, tu vois que financièrement ils ont fait
plein d'efforts pour t'emmener à l'étranger, tu ressens en fait ce devoir de réussir non seulement, mais de t'assurer aussi que les autres réussissent. Parce que il y aura peut-être même des phrases où on va peut-être te rappeler qu'on s'est sacrifié pour toi. Et donc, on attend de toi que tu te sacrifies également. Et il l'a dit, on l'appelle à chaque fois. Il avait l'impression de vivre deux vies. En fait, ça montre la pression qu'il y avait sur lui. Le pauvre, c'était pas forcément évident d'emmener, de travailler, de devoir emmener de l'argent au pays. Parce qu'on attend cela de lui. Tout à fait. Autant dans le cas des parents qui mettent cette pression à l'aîné, je les excuse entre guillemets parce qu'il y a une tradition, ils ont fonctionné comme ça, on leur a toujours montré ça, ils ne connaissent rien d'autre. Donc ils font comme ils peuvent et avec les moyens du bord. Mais dans le cas des enfants, quand il dit par exemple que les frères et sœurs l'appellent pour demander des conseils et tout ça, dans le cas des enfants, moi je suis un petit peu plus critique parce que ils vivent dans la même réalité que l'aîné, c'est la même génération en général. Ils vivent dans la même réalité que l'aîné, ils voient les difficultés. Donc si eux n'y arrivent pas dans la vie, de devoir s'appuyer sur quelqu'un, ils devraient se rendre compte que c'est pas si simple que ça pour l'aîné de devoir récolter, devoir être l'appui de tout le monde. Mais est-ce qu'ils peuvent s'en rendre compte avec la distance? C'est-à-dire que il est au Canada, eux ils sont restés au Sénégal. Est-ce que foncièrement on peut s'attendre effectivement? Il y a même ce système de pensée où on pense que, vous savez, l'étranger c'est l'Eldorado. S'il est là-bas, c'est que il a de l'argent et donc on pense qu'automatiquement il s'en sort forcément, mieux que ceux qui sont. Il n'y a pas forcément que le côté financier. Il y a aussi les fois. Je parle simplement de charge mentale. Et la charge mentale, on y est confrontés tous les jours. Il faut qu'on travaille. Lui, il est étudiant. Donc, il faut qu'il soit étudiant. Il faut qu'il gère son petit boulot parce qu'il envoie de l'argent à la famille. Peut-être qu'à son âge, peut-être qu'il a une vie sentimentale et une vie familiale aussi. Et au milieu de tout ça, quand il reçoit l'un après l'autre les appels de ses 7 frères et sœurs qui lui soumettent un problème, c'est pas forcément une histoire de Western Union, mais un problème, quel qu'il soit, qui nécessite qu'on mette vraiment sa tête et son énergie dedans. C'est là où je dis attention, on est tous des êtres humains, mais on se rend bien compte quand même déjà pour nous-mêmes quelles sont nos difficultés et de consciemment faire le choix d'aller déposer cette difficulté-là dans les mains de ton frère en te disant bon ben c'est lui qui va. Il n'est pas né en étant Superman, il n'a pas des qualités spéciales par rapport à toi. C'est le même moule puisque c'est les mêmes parents, donc a priori il a la même composition génétique grosso modo. Donc voilà quoi. Pourquoi aller tout mettre sur un aîné? C'est là où je dis attention. Pour la jeune génération, je suis un tout petit peu moins indulgente que pour les parents parce que je dis la deuxième génération devrait se rendre compte et être plus coopérative dans cette transition. Très bien. C'est un très bon conseil d'ailleurs, je pense. La prise de conscience. On a un merci d'Angelo qui, je pense, qui est totalement d'accord avec cela. Totalement, à 200%. À 200%. Donc j'en profite pour remercier les personnes qui ont partagé justement un bout de leur vécu avec nous sur ce sujet. Et je reviens. Alors, on a déjà évoqué cette question finalement de la prise de conscience. Quand on est aîné, aussi un peu d'attendre quand même des petits frères, des petites sœurs aussi qui soient notamment de la deuxième génération, comme le dit Amélie. Mais j'ai envie de revenir aussi sur la question du traitement de faveur. Je me tourne vers Félicie. Alors, tout à l'heure, vous avez dit quand vous étiez aîné, il y a quand même des cadeaux que vous avez reçus, etc., parce que vous étiez le premier enfant. J'ai envie de demander dans l'autre sens. Est-ce que vous avez abordé la question du traitement de faveur avec vos petites sœurs? C'est-à-dire des moments peut-être où vous avez senti que vous étiez un peu lésé, vous l'avez un peu évoqué. Comment cette conversation s'est déroulée? Alors, est-ce qu'après j'en ai parlé avec mes sœurs? Peut-être un peu plus tard, parce que ça a été la résultante de situation. Et je pense qu'Angèle en a parlé. C'était par exemple quand on arrivait au moment des comparaisons. Moi, j'ai été très bonne élève jusque peut-être en primaire, toujours première de classe et tout. Et j'ai été orientée dans un lycée d'excellence. Donc, je me retrouve avec les meilleurs aussi. Donc, on est toutes intelligentes. À ce moment-là, j'ai estimé que j'avais envie de me reposer un peu côté boulot. J'avais plus forcément envie d'être première. Et si je peux dire, ça a été un peu la dégringolade. Je suis passée d'excellente élève à élève moyenne un peu. Et c'est là que ça commence les comparaisons. Parce que, dans mon cas, je travaillais très bien, mais en griffe, je m'amusais. Donc, ça passait. Il y avait une sorte d'équilibre. Ma cadette, c'était une très bonne élève avec un très bon comportement. Moi, j'ai un moment où je me donnais plus de tableau d'honneur parce que je bavardais. Elle, c'est quelqu'un qui était très calme, très posé et très bon élève. Donc là, les comparaisons vont commencer.
Petite précision, quand on parle de comparaison, qui faisait les comparaisons? C'est les parents. Les parents. Toujours. D'accord. Je pense que le but derrière, c'était de créer une sorte de compétition saine, mais ce n'est pas du tout vécu comme ça. Non. Parce que du coup, ça fait que ma soeur cadette et moi, on avait une relation exécrable. Parce que je lui en voulais d'être l'outil qu'on prenait pour me comparer. Et elle pourra le témoigner. Il y a des choses que j'avais fait. Bon, je suis pas très fière à l'époque. J'étais adolescente et tout. Abîmer, c'est les trucs qu'on lui offrait parce que tu es jalouse, en fait. Tu comprends pas pourquoi on te compare. À un moment, je me suis dit, mais c'est pas que je suis plus devenue intelligente. C'est pas parce que je suis plus première que je suis plus intelligente. Mais que de là, on me dise que moi, elle se comporte mieux. Elle est comme ça. On est fiers d'aller dans son école. C'est très blessant. Et je lui en voulais. Avec la dernière, j'ai pas cette relation parce qu'il y a 8 ans entre nous. D'écart, oui. C'est pas la même chose. Il n'y a pas de comparaison possible, en fait. Mais celle qui était... Et jusque longtemps, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fatiguée. Et comment vous avez fait la paix, du coup, là-dessus, avec votre sœur? Je pense que c'est en grandissant. Parce que quand on grandit, on prend beaucoup plus de recul. Et quand on s'est retrouvés en France ensemble, ça a changé. Vous étiez obligés d'être solidaires un tout petit peu? De toute façon, ce qui est bien, c'est qu'on a été tout autonome. À l'étranger, chacune avait son appartement. Mon père a dit un jour une anecdote. Il veut pas être assis un jour. Et puis, une va l'appeler pour dire non, celle-là me fatigue et tout. Chacune a son appartement. Maintenant, si vous estimez que vous vous aimez trop, vous pouvez partir habiter ensemble. Mais lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Donc, on était dans la même ville, pas très loin l'une de l'autre et tout. Mais je pense que ça nous a rapprochés. Aujourd'hui, elle et moi, on peut se parler pendant des heures. Elle m'appelle maman. Petite maman, on rigole. Mais l'adolescence... Mais je lui en voulais, en fait. On me comparait. Tu vois, ta petite sœur, elle est comme ça. Elle est bien. Toi, tu es comme ça. En fait, j'en ai beaucoup voulu à mes parents. D'accord. Est-ce que vous en avez parlé avec vos parents? Sur le moment, non. Il y a quelques années, oui, parce qu'on a abordé beaucoup de sujets qui étaient enfouis pendant des années. Chacun a vidé son sac. Et aujourd'hui, je me dis, à 36 ans, on relativise plus. Tu comprends pourquoi ils ont voulu le faire. Ils ne parlaient pas forcément de ton langage. Moi, il y avait des choses que... j'aurais aimé qu'ils disent, qu'ils fassent, mais ils avaient une manière différente d'aimer. Je suis convaincue de leur amour, mais l'expression, c'était pas le langage que je comprenais le mieux. Moi, j'aurais aimé, par exemple, qu'on me dise des paroles valorisantes. Eux, aimer, c'est s'assurer que tu ne manques de rien. C'est grave. Et ça, je les en remercie. Ça a été le cas. Et que tu n'aies pas à envier d'autres. Je pense qu'on n'a pas eu besoin d'envier d'autres personnes. C'était leur langage. Mais des fois, j'aurais aimé, par exemple, moi, qu'ils soient beaucoup plus expressifs. Bon, on continue de travailler dessus, c'est pas gagné. Mais au moins, je veux dire, il y a un effort qui est fait. Donc on se parle, on comprend que ça peut pas... Comme ils ont été éduqués et tout, on dit pas à ton enfant, oui, je t'aime. Non, il n'y a pas ça dans le génération. Angelo, justement, sur le même sujet, bon, on a entendu tout à l'heure que vous étiez malheureusement en froid avec votre père, mais en bon terme avec votre mère. Avec tout ce qui est évoqué, est-ce que vous avez pu vivre... Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est possible de recréer cette communication-là, notamment avec votre père? Non. Pourquoi je dis non? Parce que la communication, il n'y avait pas depuis petit. Donc, c'est une question de base. Tout est une question de début et de fin. Si, à la base, il n'y a pas eu de communication, ça sera difficile maintenant. Même avec le temps qui est passé, Même vous avec pensez? le temps, ça sera difficile parce que c'est quelque chose qui n'a pas été construit. Il y a toujours cette rétention, il y a toujours cette crainte, il y a toujours cette peur de parler, de dire pour que la personne ne perçoive pas que tu es en train, en fait, de lui manquer de respect ou bien que tu es en train de... C'était ça le véritable problème. Quand tu es expressif, tu manques de respect. Quand tu t'exprimes, fais attention à ce que tu dis. Quand tu veux t'exprimer... Donc, du coup, tu te retrouves dans une prison où tu es muselé. Tu veux parler, mais tu peux pas. Est-ce que vous avez vécu ce phénomène de comparaison dont elle parle? Bien sûr. C'est un phénomène qui a été trop récurrent, mais je vais dire, le plus. Puisque, pour la petite anecdote, j'ai passé le bac 2 fois. D'accord. Et mon frère, le jumeau, on a commencé l'école ensemble. Donc, arrivé à un moment donné, le fait d'avoir repris un examen, il est allé. Lui, il vous a devancé. Il a devancé. Oui. Donc, vous voyez ça, ce petit truc déjà. Ah, mais non, c'était terrible. Ça crée de l'animosité. J'allais avoir peut-être toujours sur cette question un dernier point. En préparation de l'émission, j'ai pu parler à votre épouse, qui je sais vous soutient beaucoup. Oui. Et elle m'a dit en off que même ces rapports un peu malheureusement conflictuels que vous avez, à un moment donné, a même joué sur votre couple. Bien sûr. Vous êtes mariés aujourd'hui. Bien sûr.
Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a pu influencer justement en tout cas quand vous êtes mis avec votre épouse? C'est le repli. C'est le repli, c'est-à-dire? Oui. C'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir communiquer aisément. Même avec votre épouse, c'est-à-dire que ça vous empêchait même d'être expressif avec votre épouse? Oui, d'être expressif. Parce que depuis petit, quand tu parles, il faut faire attention à ce que tu dis. Quand tu parles, il ne faut pas dire des choses qui vont blesser. Quand tu parles, n'exprime pas toutes tes pensées. Il faut cacher, Donc, ça fait que même avec elle, je pouvais pas parler de façon aisée. Donc, je vais dire un certain nombre de choses. Et puis, il y avait aussi la manière dont c'était dit. Parce que, à chaque fois entendre des insultes, à chaque fois entendre, non, tu ne vaux rien, tu fais ci, tu reproduis cela sans te rendre compte. Donc, à un moment donné, je criais quand je parlais. Quand vous parliez à votre épouse? Oui, je criais au début. Elle me dit, mais attention, doucement, attention, doucement. Donc, c'est un ensemble de choses qui allaient se répéter si je restais encore dans le milieu. Parce que, même en communiquant avec mon père, tout ça, il y a un certain nombre de choses que nous, les hommes, on reçoit comme conseil. Du genre, dans nos sociétés, c'est l'homme qui est l'autorité, c'est l'homme qui est autoritaire, donc l'homme doit s'imposer. Et nous, la manière dont on reçoit cette information, c'est du genre, il faut être autoritaire avec sa femme, il faut imposer, il faut faire ci. Et vous l'aviez été un peu au début avec votre épouse? Oui. D'accord. C'était ça le problème, c'était ça le nœud. Mais après, avec le temps, quand on déconstruit tout, mais ça va mieux aujourd'hui avec madame, oui. J'ai l'impression. Oui, ça va très bien. Elle a l'air très heureuse en tout cas. Oui, ça va très bien. Très bien. On va passer justement à une des dernières rubriques de cette émission, parce qu'on parle de sujets de société, mais c'est toujours bien de les appuyer sur des chiffres, de la data, etc. On va essayer de le faire à chaque émission. Alors sur ce sujet, bien évidemment, ce n'était pas évident de trouver, par exemple, des études pour nous dire à quel point les enfants aînés contribuent financièrement. Par contre, ce qu'on a trouvé, c'est une évolution du taux de fécondité en Afrique subsaharienne qui devrait s'afficher à l'écran. Et je demanderai bien évidemment un commentaire, mais notamment d'Amélie. On est sur une période 1960-2050, donc avant, maintenant et après. Et justement, ce graphique, ce qui nous indique, c'est que dans les années 60, on était à un peu plus de 6 enfants en moyenne par fratrie, puisque on parle d'enfants aînés. Et aux alentours de 2030 et au-delà, on va se retrouver quasiment à 3. Donc on est vraiment sur une division par 2 du nombre d'enfants en Afrique subsaharienne. Alors, je précise bien sûr que ce recul, entre guillemets, de la natalité est un phénomène mondial. Il n'est pas spécifique à l'Afrique. Mais j'ai envie de poser la question de savoir, quand on a des fratries qui diminuent, est-ce que ça a un impact sur la charge mentale, même la charge financière des enfants aînés? Amélie? Très certainement. Oui. Très certainement, puisque l'aîné, du coup, a moins de responsabilités derrière lui. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que ce qu'on ne dit pas sur ce graphique, quand le nombre d'enfants diminue, en général, l'espacement entre les enfants augmente. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a plus d'années entre les enfants? Il y a un petit peu plus d'écart entre les enfants. Si une femme, elle doit avoir 10 enfants puis qu'elle en fait tous les 2 ans, ou si elle en a que 3 et du coup, elle en fait 1 tous les 3-4 ans, par exemple. Et ce que ça change pour l'aîné, ça change son temps d'enfance. Parce que devoir devenir le grand frère à 7 mois, parce que c'est un retour de couche. Oui. Et ça arrive très souvent. Oui. Ou à 2 ans. 2 ans, on est encore tout petit. Oui. Ça fait pas longtemps qu'on marche, ça fait pas longtemps qu'on mange en autonome. On commence à peine la socialisation, on n'est pas encore tout à fait rentré à l'école, c'est encore bébé. Donc, il y a cet âge-là. Et puis, il y a ceux qui deviennent frères aînés à l'âge de 7 ans, 8 ans. Oui. Ça arrive aussi. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. Après, on a parlé tout à l'heure aussi de cette compétition et de la rivalité qu'il peut y avoir entre les frères, entre les frères et les sœurs. Mais il y a tout ça aussi qui joue, c'est quel temps d'enfance j'ai eu, comment je suis comparée avec mes frères et sœurs, combien de frères et sœurs j'ai avec qui partager l'amour de mes parents. Là est la vraie question finalement. Parce que tout le monde, tous les frères et sœurs, ils sont en train de se battre pour un petit peu d'amour et d'attention dans le cœur de papa et maman, et qui, eux, avec leur charge mentale et leur travail et leur charge à eux, n'ont pas forcément tant de temps à dédier que ça. Et tout le monde se bat pour ça. Donc l'aîné, il se dit que normalement, il devrait être il est le premier, il est né le premier, normalement c'est lui qui est dans le cœur de maman. Mais il s'aperçoit rapidement qu'il y en a un deuxième qui arrive et que
cet amour, il s'est quelque part, cette attention, c'est quelque part divisé, puisqu'on lui a dit, en plus, c'est toi qui dois t'occuper de l'autre. Exactement. Non seulement il doit partager, mais en plus, il a perdu par rapport aux avantages qu'il avait acquis avant. C'est ce que ça m'inspire, ce graphique-là. C'est un graphique très intéressant. Et je trouve ça très fort, c'est très symptomatique. Cette émission-là n'aurait pas eu lieu il y a 10 ans. Ce sujet d'émission n'aurait certainement pas eu lieu il y a 10 ans. Et là, on est à un moment donné qui est très marqué sur le graphique, où il y a vraiment une grosse différence entre les marges. On est à un vrai changement culturel. On a une époque de changement culturel. Très bien. Et vous avez une très belle analyse, et vous avez évoqué justement encore une fois la question de la comparaison. Et j'avais envie de demander à la fois à Félicie et à Angelo. On entend souvent que la question des parents dans les rapports entre les enfants est très importante. Il y a comment les enfants entre eux-mêmes, frères et sœurs, j'allais dire socialisent, mais il y a aussi surtout les bases qui sont posées par les parents, et que cette question de la comparaison parfois introduit même une forme de manque de respect, c'est-à-dire par rapport à l'aîné. Est-ce que c'est un sujet qui vous parle, Félicie? Oui. Je sens qu'il y a un exemple. Alors, je n'ai plus l'exemple très clair, mais je pense que c'était la manière une fois dont ma sœur s'est adressée à moi. Et c'était dans l'adolescence, une période où vraiment, moi-même je sais que j'étais difficile à canaliser parce que j'en avais grossi le cœur. Et c'est aussi la période où du coup mes résultats scolaires avaient chuté, donc on était en plein dans la comparaison là. Tu dois être l'exemple, tu te comportes pas bien, tu travailles pas bien. Regarde ta sœur, très bonne élève, elle se comporte très bien. Et tu le sens même dans le traitement. Moi, tant que je travaillais bien, j'avais tout ce que j'avais. Quand j'ai commencé à moins travailler, moins de cadeaux, et du coup, tu as ta sœur, du coup, qui travaille bien et tout, donc il y a une jalousie qui naît. Donc tu es tout le temps à l'affût dès qu'elle déconne. Comment tu vas maintenant jouer ton rôle d'aînée? Finalement, c'est ce qui te reste, tu ne vaux rien à l'école. Mais elle est dans une position où, oui, bon, je travaille bien et tout, je me comporte bien. Et puis comme on a passé le temps à te comparer à moi, qu'en gros, je suis la personne du coup qui est l'exemple en ce moment. Des fois, dans la manière de te dire les choses, tu as envie de dire, mais en fait, même si je ne vaux rien, je suis ta grande sœur. Malgré tout. Mais c'était pas des choses qui étaient très, très méchantes. Mais c'est vrai que sur le moment, c'était blessant. Tu te dis, bon, je suis pas la dernière de la classe en même temps. C'est vrai que je suis pas ce que vous voulez. Mais aimez-moi, en fait, tu voulais... Aimez-moi quand même. Aimez-moi quand même comme je suis, mais c'était pas comme ça. Donc, oui, il y a eu ça par moment. Oui. Avec, de temps en temps, la dernière. Ça, c'est un autre contexte. Mais oui, ça arrive des fois. Mais je pense que c'est les parents aussi qui doivent aider à ce que chacun retrouve sa place. On peut avoir des désaccords. Des fois, on peut dire ce qu'on a sur le cœur qui va être très violent. Des fois, c'est nécessaire. Mais chacun a sa place. Et en tant qu'aîné aussi, on a le droit de respecter ceux qui viennent après nous. On est quand même des individus, avec chacun ses sensibilités. Donc, c'est de ne pas abuser de son rôle. Il y a aussi... Ne pas abuser du droit d'aînesse, en fait, quelque part, dans l'autre sens aussi. Ça part vite aussi. Oui, tout à fait. Angelo? Oui. C'est très clair ce qu'elle a dit. Chez nous, les hommes, c'est beaucoup plus expressif. Parce que tu sens carrément que ton petit frère, tes deux petits frères ne te respectent plus. Mais quelqu'un qui n'est pas capable d'être bon élève, mais quel respect il attend de ceux des petits frères qui sont très bons élèves, qui sont très Et justement, clairs. ça m'évoque toujours sur cette question... un peu le renversement de rôle qu'on peut parfois observer sur la question, notamment sur les questions financières. Ce que j'entends par là, c'est quand le petit frère est celui qui a mieux réussi financièrement et finalement se retrouve être la personne qui aide, finalement incarne le rôle d'aîné, même si dans l'âge, il n'est pas ou elle n'est pas l'aîné. J'ai quelque chose à dire sur ça. On va revenir dessus, mais Diane, qu'est-ce que ça t'inspire? Non, mais je pense que c'est sûr que ça crée beaucoup de frustration. Ça crée davantage de frustration. Parce que si déjà, depuis tout petit, on vous compare, il y a déjà pas mal de comparaisons, il y a déjà pas mal de frustrations qui naissent de ces comparaisons. Mais alors, si on grandit et qu'encore, là où je dois prouver que je suis quand même l'aîné et que même si on nous a comparé quand on était petit, je reste ton aîné, et qu'à ce moment-là, c'est toi encore qui pourvoit, c'est toi qui deviens la force de la famille. C'est sûr que ça peut être très difficile. Et puis, je pense que ça crée des aînés très amers. Ça crée des personnes très amères, très difficiles à vivre, tout simplement parce que elles sont frustrées. Elles sont frustrées par. Mais j'entends bien, mais j'ai envie de dire. Face à des familles qui sont dans le besoin financièrement, comment un aîné s'affirme quand il n'est pas ou elle n'est pas en position d'apporter l'aide financière, mais qui a un petit frère ou une petite sœur qui peut le faire? Comment chacun reste à sa place
Si vous voyez ce que je veux dire, quand, on va dire, la ressource financière vient, j'allais dire d'en bas. Amélie? Il y a la notion de respect qui a été évoquée tout à l'heure. Oui. Et c'est peut-être ça la clé. Le respect mutuel. C'est ce que les parents peuvent cultiver chez les enfants. Si aujourd'hui, il y a une chose qu'on peut donner à ces enfants, c'est installer chez eux le respect mutuel, quelle que soit la position dans la fratrie. Exactement. Parce que ces histoires d'aînés, on est d'accord que l'aîné, c'est quoi? C'est l'enfant le plus âgé survivant. Oui. Encore une fois, je suis désolée de revenir toujours sur cette notion de culture de précarité, mais c'est ça en fait. Non, mais ça explique d'où on vient. Hein. C'est ça la force de l'aîné, c'est que c'est l'enfant le plus âgé survivant. Et quand il est décédé, c'est le deuxième aîné qui prend son rôle et ainsi de suite. Donc il faut quelqu'un. Pourquoi? Parce que dans les sociétés de précarité, c'est le plus âgé qui a le plus de connaissances, qui a vécu assez longtemps pour savoir comment on va survivre collectivement et nous faire avancer. C'est pour ça que la responsabilité est chez l'aîné. Bon. Ça marche bien dans ces sociétés-là, mais si aujourd'hui, dans notre société moderne qui ne fonctionne plus du tout comme ça, on apprend le respect mutuel, là, tous les enfants, quelle que soit leur posture, apprennent à être bien avec eux-mêmes, à pouvoir développer leurs capacités au sein de la fratrie et à pouvoir se donner des coups de main mutuels, finalement, quelle que soit la position, parce que on est d'accord que finalement, ça n'a plus beaucoup d'importance aujourd'hui. Est-ce que je suis né avant toi ou est-ce que je suis né après toi? Finalement, ça ne change plus grand-chose dans nos rapports fraternels au quotidien. Au village, ça avait une certaine importance. Aujourd'hui, ça n'en a plus. Donc, vous pensez que même cette notion de respect dû à l'aîné n'est plus si pertinente que ça aujourd'hui? Je vous avoue que là, c'est très drôle le hasard, mais moi, je suis une aînée aussi. D'accord. Et dans ma famille, le respect dû à l'aîné, sincèrement, moi, j'ai jamais vu ça. Mais quelle famille! Une bonne famille baoulée. En plus. Ah oui, non, moi, j'ai jamais vu ça. Et je ne suis pas en train de dire qu'on me manque de respect. Ça, c'est pas non plus ce que je suis en train de dire. On ne me manque pas de respect. Mais il n'y avait pas un traitement de faveur. Mais il n'y avait pas de traitement de faveur de l'aîné. Ah non, on a toujours été tous pareils. Tout le monde pareil, tout le monde au même niveau. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, comme nous sommes tous adultes, on a nos enfants et tout ça. On se donne des coups de main mutuels, chacun en fonction de ses capacités et de chacun ce qu'il fait. Mais je parle pas de financier dans ça. Hein. Je parle de tout, de coups de main sur la vie, sur un conseil. Il y a des choses pour lesquelles on peut s'adresser à une personne ou à une autre personne. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ouvre le dialogue dans les deux sens, où des plus jeunes peuvent demander un conseil à l'aîné, mais un aîné peut demander un conseil à un plus jeune, parce qu'aujourd'hui, on est d'accord, on a un frère qui a fait telle spécialité, l'autre sœur qui a fait telle spécialité. C'est pas parce qu'ils ont 2 ans de plus ou 2 ans de moins qu'ils ont moins de capacité dans leur profession ou dans ce qu'ils ont choisi comme centre. Tout à fait. Je voudrais emphasiser ce qu'elle vient de dire, parce que rapidement, parce que la discussion est déjà très riche. Toujours mais c'est des comparaisons d'émulation. Ma sœur est expert comptable mémorialiste. Donc, comme je vous ai dit, contrairement à moi qui très longtemps ai eu une très mauvaise gestion financière. D'accord. Elle, c'est quelqu'un qui est très carré sur les finances. Et en plus d'avoir tout ça, moi, j'ai décidé à un moment de devenir entrepreneur. Moi, je pense que mes parents, ça n'a pas été facile. Avec beaucoup de recul aujourd'hui en tant qu'adulte, je pense qu'ils n'auraient pas pu faire autrement. Je décide de devenir entrepreneur avec tout ce que ça implique. Les moments difficiles où littéralement tu n'as plus rien et tout. Au-delà du support que mes parents m'ont apporté, est-ce que vous savez que mes petites sœurs m'ont soutenu financièrement sans me manquer de respect? Voilà. Vraiment, ça c'est... Comme quoi c'est faisable, oui, c'est possible. Oui. Il y a des moments où c'était chaud. Ah, on te fait un PayPal, on te fait ça. Oui, mes petites sœurs l'ont fait. Je n'ai pas honte, vraiment, je leur en suis très reconnaissante. Et le respect n'a pas disparu. Voilà. Ça aurait pu me mettre dans une posture où elles allaient me dire un jour, même si c'était pas forcément de gros montants, que « Ah, mais toi, tais-toi là-bas quand c'était chaud sur toi » ou peut-être au moment où c'est difficile. Ah, mais tu n'as rien à dire parce que non, je n'ai pas senti ça. Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec elle. Ça dépend de l'éducation qu'on a reçue. Et des bases en fait. Et des bases, même si c'est difficile, même si c'est une situation particulière, ça reste votre grande sœur. C'est moi qu'on prenait pour dire, faut pas faire comme ça. C'est moi la personne qu'on prenait pour faire l'exemple à ne pas suivre. Mais je suis contente, elles ont compris. Il y a des erreurs que moi j'ai pu faire qu'elles ont évitées. Et finalement, je pense que c'est aussi le rôle de test
Quand on a un premier enfant, c'est ça. Il essuie les plâtres. Essuyer les plâtres, tout à fait. Et justement, pour conclure cette discussion qui a été très riche, j'aurais eu encore d'autres questions pour nos invités, mais on va passer aux recommandations qu'on aimerait partager avec vous. Il y a des contenus, des choses qu'on a pu utiliser pour préparer cette émission. Mais avant même que ces recommandations n'apparaissent à l'écran, je vais me tourner vers l'experte pour qu'il va un peu avoir les conclusions rapidement. 3 conseils très pratiques, justement pour les personnes qui nous regardent, notamment les jeunes parents, qui ont à partir de 2 enfants, on ambitionne d'en avoir plus d'un, pour éviter un peu, les quelques écueils qui ont été évoqués dans cette émission. Alors, le premier conseil que je pourrais donner aux jeunes parents, c'est d'abord de se détendre. De se détendre. De se détendre. Yes. D'accord. Pas de pression. Parce que des fois, avec le premier enfant, on a énormément de pression. On vient enfin d'avoir un enfant, c'est notre premier. On sait déjà qu'il va faire Polytechnique un jour. Et puis que c'est lui qui va nous payer notre villa. Enfin, on a des tas d'attentes avec cet enfant. Donc, se détendre. C'est un petit être qui vient d'arriver. Il n'est pas en train de refaire toute notre vie et tout ce qui n'a pas marché pour nous et puis notre deuxième chance et tout ça. Il n'est pas ça. C'est juste un enfant et on l'aime. Ça, c'est le tout premier conseil. Le deuxième, ce serait peut-être de rester dans la bienveillance toujours. Yes. Donc, c'est vrai qu'on a parlé de plein de choses qui peuvent être douloureux pour les uns et pour les autres. On a parlé du manque de respect, on a parlé des comparaisons, on a parlé de toutes ces choses-là. Et la bienveillance, c'est le mot-clé que je retrouve qui pourrait harmoniser les relations dans les fratries. C'est je pense à toi, ce que je te dis, finalement, si on me le disait à moi, comment ce serait? Si on me le faisait à moi, comment je me sentirais? Voilà, se mettre dans les chaussures de l'autre pour pouvoir agir et communiquer avec bienveillance envers lui. Et pour les parents, c'est s'assurer qu'il y ait un climat de non-compétition dans la fratrie. C'est ce qui va pouvoir assurer qu'il y ait de la solidarité entre les enfants une fois adultes. Si on crée trop de climat de compétition chez les jeunes enfants, une fois adultes, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. D'accord. Tandis que quand il n'y a pas de compétition, qui sont dans la bienveillance, que chacun a sa chance de pouvoir avancer, adultes, ils pourront continuer de se tenir la main, ils pourront continuer d'avancer ensemble. Très bien. De très très beaux conseils. Et justement, on va avancer rapidement sur les recommandations. Donc, comme j'en parlais, on va commencer par un livre qui fait partie des supports qu'on a utilisés pour préparer cette émission. Ça s'appelle « Parenté et famille dans les cultures africaines ». C'est un ouvrage de Camille Kouyou-Mouissa, qui est un auteur congolais. Le livre était aux éditions Cartala. Et donc, ce livre est intéressant parce qu'il aborde justement d'un point de vue anthropologique et aussi juridique, quelque part, les rapports entre les familles africaines et notamment cette question des aînés revient et n'est pas abordée que du point de vue congolais, du coup, mais d'autres régions et communautés africaines. Donc, ça peut être un ouvrage intéressant à parcourir. Le deuxième contenu qu'on pourrait vous recommander, si vous n'êtes pas trop porté sur la lecture, ce sera un podcast. Alors, d'une émission que vous connaissez probablement, qui s'appelle Priorité Santé, qui est une émission de la célèbre radio RFI. Et elle est intitulée « Question de femmes, être l'aîné de la famille ». Donc là, c'est vraiment spécifique aux femmes qui sont aînées et donc vraiment qui ont vécu cette expérience-là. Il y en a quelques-unes qui témoignent. Et donc, c'est avec le docteur Ndeye Awader Diaye, qui est pédopsychiatre à Dakar. Et donc là, et vous retrouverez d'ailleurs ce podcast en ligne. Et justement, puisqu'on est en ligne, on va conclure là-dessus. Ce sera la dernière recommandation. Et cette fois-ci, c'est une étude. Alors ça, c'est vraiment pour ceux qui aiment et la lecture et les chiffres. C'est une étude qui s'intitule « Masculin et féminin aîné et cadet, recomposition du statut d'aidant et des solidarités intergénérationnelles familiales au Sénégal ». Alors c'est un titre à rallonge que je vais vous expliquer beaucoup plus simplement. Déjà, c'est une enquête de Sadio Banyeng qui date donc de 2017 et qui se passe à Dakar. Et tout simplement, dans cette étude, ce qui est intéressant, c'est que on montre les rapports entre les générations plus âgées et moins âgées à l'intérieur d'une même famille et des mêmes communautés, et comment, en fait, les moins âgés s'occupent à la fois des beaux-parents qui ont vieilli et de leurs propres parents. Et en fait, ça montre les différences de dynamique entre les hommes et les femmes selon les attentes. Et ça revient un peu à ce qui a été beaucoup dit dans l'émission, c'est-à-dire que quand c'est les hommes, c'est vraiment une question financière, c'est ce qu'on attend d'eux, et quand c'est les femmes, c'est le soin, le care, c'est-à-dire de vraiment prendre soin des questions de santé, d'assistanat, etc. Donc, on retrouve cette dynamique dans cette étude, alors qu'il ne couvre que 70 personnes, mais je pense qu'en la lisant, vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de similitudes avec beaucoup d'autres choses qu'on peut voir à travers différentes communautés africaines. Donc ça aussi, c'est disponible sur Internet et gratuitement. C'est pas toujours le cas pour les études sociologiques, donc n'hésitez pas.
Voilà, c'était nos 3 recommandations, mais au-delà de ça, j'ai d'abord envie de dire merci à chacune et chacun d'entre vous pour cette discussion, pour ce premier numéro qui, je pense, a été très riche. Je rappelle donc que nous avons eu Félicie et Akam. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci. Et pour les traits d'humour. On a beaucoup ri en vous écoutant, mais beaucoup réfléchi aussi. Merci vraiment pour votre franchise. Merci également, Angelo, d'avoir partagé un point de vue masculin. C'était important aussi qu'on entende les hommes sur ce sujet-là. Et je pense qu'on aura beaucoup appris de vous. Merci beaucoup, Méliane, pour tes coups de griffe très pertinents. Et bien évidemment, merci surtout aussi à notre experte d'avoir vraiment enrichi la discussion en nous donnant vraiment une perspective, une largesse de point de vue sur cette thématique qui, je pense, on pourrait encore débattre très 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 longtemps. Ouais. Je rappelle d'ailleurs que vous avez publié un ouvrage qui concerne le microbiote de nos petits ventres. Hein. C'est bien ça? C'est bien ça, dans toutes les bonnes librairies. Très bien, dans toutes les bonnes librairies, c'est noté. En tout cas, vous qui nous avez regardé, on espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce qu'elle a été, votre expérience, si vous avez été aîné ou pas d'ailleurs. Ça peut être intéressant aussi d'avoir le point de vue des cadets. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le 2e numéro. D'ici là, portez-vous bien.